Maintenant, nous allons passer au grand B qui va parler de l'affaire Dreyfus, qui est une affaire particulièrement importante dans ses débuts de Troisième République, car elle déstabilise profondément le régime et elle a des conséquences politiques majeures. Alors, premier point, d'abord, c'est quoi l'affaire Dreyfus? En 1894, le capitaine Dreyfus, qui est un capitaine de l'armée française, mais qui est d'origine juive, est accusé d'espionnage. Alors, il faut rappeler que on est quand même dans un fond qui existe depuis longtemps d'antisémitisme. Les juifs sont très bien acceptés en France, mais il y a des personnes, notamment les personnes nationalistes, comme celles comme le général Boulanger par exemple, dont on a parlé dans le A. Les partis nationalistes sont quand même relativement antisémites. Donc, Dreyfus est accusé d'avoir transmis des documents à l'Allemagne. Il est déporté au bagne en Guyane. Cependant, très vite, en fait, on se rend compte que ce n'est pas Dreyfus, mais qu'il y a un autre personnage, le commandant Esterhazy, qui est le vrai coupable. Le vrai coupable est donc démasqué. Cependant, certaines personnes dans l'armée fabriquent des faux documents pour continuer d'accuser Dreyfus, et donc Esterhazy, en 1896, est acquitté, c'est-à-dire qu'il est jugé mais reconnu non coupable, alors que tout le monde a compris que c'est lui le vrai coupable. En 1898, un conseil de guerre innocente Esterhazy, qui est le vrai coupable, et donc là, ça va faire entrer en jeu en fait les forces politiques, parce que c'est là que Émile Zola, donc l'auteur qui est plutôt de gauche, décide d'écrire dans un journal qui s'appelle l'Aurore une lettre ouverte qui s'intitule « J'accuse ». Dans cette lettre ouverte, il accuse donc l'armée d'avoir couvert un coupable, d'avoir fabriqué de faux documents et d'avoir comploté en fait contre Dreyfus, qui lui était le véritable innocent dans l'histoire. Cependant, du coup, Zola est condamné à la prison pour diffamation et il doit s'exiler pour se protéger. Dreyfus est rejugé en 1899, reconnu coupable malgré les preuves, et il est innocenté finalement seulement en 1906. Alors, tout ça, ça a des conséquences majeures, parce que cette affaire, à cause du fait que Zola a publié « J'accuse » dans les journaux, comme je vous ai dit, tout le monde lit, presque tout le monde lit les journaux ou se les fait lire par quelqu'un qui sait lire, et donc les gens commencent à s'intéresser à ce qui se passe, aux affaires. Il y a ce qu'on appelle une opinion publique qui se crée, c'est-à-dire quand une population se fait une idée sur tel ou tel sujet. Là, tout le monde va se faire une idée sur l'affaire Dreyfus. C'est-à-dire qu'il va y avoir ceux qui vont défendre Dreyfus parce qu'ils disent « mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire, cette mascarade, il est innocent, c'est prouvé, et pourtant on continue de le condamner ». Et puis il y a ceux qui vont dire « non, non, Dreyfus est coupable », alors avec un discours très nationaliste, raciste, antisémite, c'est-à-dire « oui, regardez, ce juif, il est coupable, etc. etc. » Donc vous allez avoir deux camps qui se créent. Le premier camp, c'est donc ceux qui supportent Dreyfus et qui se battent pour les libertés et pour la justice. C'est ceux qu'on appelle les Dreyfusards. Ceux qui suivent donc la lettre ouverte d'Émile Zola et qui vont se battre pour les droits de l'homme et la justice et les valeurs de la République. C'est dans cette affaire que se crée une association qui existe encore, qui s'appelle la Ligue des droits de l'homme, qui défend donc, comme son nom l'indique, les droits de l'homme. Et également, lors de cette affaire, dans ces Dreyfusards, ça va y avoir une conséquence sur le parti des Républicains, puisque une partie, un morceau des Républicains, ceux qui sont les plus à gauche, vont créer leur propre parti, qui sera le parti radical. Donc, qui seront des Républicains, mais encore plus à gauche que tous les Républicains. Et donc, en 1901, on a la création du parti radical. C'est une conséquence de l'affaire Dreyfus. De l'autre côté, vous avez donc les anti-Dreyfusards, qui ont un discours extrêmement nationaliste, c'est-à-dire fierté de la nation française et peur et stigmatisation des ennemis extérieurs et intérieurs, racisme, xénophobie, c'est-à-dire peur de l'autre, et antisémitisme, c'est-à-dire ici dans notre cas haine de Dreyfus parce qu'il est d'origine juive.
Ceux qui soutiennent ce mouvement, c'est donc ce qu'on appelle les ligues nationalistes, c'est-à-dire des mouvements politiques assez violents avec un discours très raciste et antisémite. Et notamment une des ligues majeures de l'époque qui joue un rôle important, c'est l'Action française, qui est née, qui s'est créée l'année où Zola a publié J'accuse, c'est-à-dire en 1898. Donc ce qui est important de comprendre, c'est que pour la première fois dans l'histoire, la France, la population française a une opinion publique à ce sujet, que les deux camps se séparent, enfin la population est séparée en deux camps, et que ces deux camps vont s'affronter de manière violente. Alors il y a une caricature qui est très célèbre, qui représente justement le dîner en famille, dans lequel on voit une table où une famille est à table. Avant, ils ne parlent pas de l'affaire Dreyfus, tout va bien. Ils ont parlé de l'affaire Dreyfus, tout le monde est en train de se battre. Voilà. Donc c'est symptomatique de ce qui s'est passé et d'une crise qui a vraiment failli porter au pouvoir des ligues nationalistes et xénophobes avec un pouvoir autoritaire et dictatorial. Heureusement, la République traverse cette crise puisque ce sont finalement les Dreyfusards qui l'emportent, la justice l'emporte, malgré que ça a pris plusieurs années. Dreyfus est quand même gracié puis innocenté, donc la liberté et les droits de l'homme l'emportent.